Merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la deuxième partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Patrick Mbeko, il est géopolitologue. Sadek Salam, il est historien de l'islam contemporain. Et Jean-Bernard Bikim, analyste géostratégique. Merci à vous d'être restés avec moi. La diplomatie égyptienne aura donc payé. Le chef du gouvernement d'entente nationale, Fayez al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar sont parvenus ce mercredi au Caire en Égypte à un accord. Mais quels en sont les points essentiels, l'élément de réponse dans ce sujet signé Aminata Diak? Quelle sortie de crise pour la Libye? La tâche s'annonce difficile un an après l'accord de Skirat. Le 17 décembre 2015 au Maroc, des délégations issues de camps politiques rivaux avaient signé un accord politique censé sortir la Libye du chaos. Le texte prévoyait entre autres la formation d'un gouvernement actuellement dirigé par Fayez el-Sarraj, également président du Conseil présidentiel. Le 17 mars 2016, le gouvernement de Tripoli rejette la déclaration d'entrée en fonction du gouvernement. Dès lors, l'accord est compromis. C'était sans compter sur le Parlement élu basé à Tobrouk qui est également contre l'exécutif du nouveau dirigeant soutenu par la communauté internationale. Par la suite, la représentation nationale apportera son soutien à l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, pour qui l'accord ne prévoyait aucun rôle. Cet accord n'a jamais marché pour trois raisons essentielles. Je pense que les signataires de cet accord du côté libyen ne représentaient pas quelque chose au niveau de la réalité de la société et donc ont peu d'influence. La deuxième raison, c'est que les mécanismes institutionnels que l'accord met en place sont trop compliqués et contradictoires. Par exemple, l'accord donne le pouvoir au Parlement de Tobrouk, mais en même temps, il crée un exécutif qui est donc le Conseil présidentiel. Et puis, le dernier élément, c'est la controverse autour du commandement en chef de l'armée. Est-ce que ce commandement doit être placé sous l'autorité du Parlement de Tobrouk ou bien sous l'autorité du Conseil présidentiel? Mardi 14 février 2017, le chef du gouvernement d'union, Fayez al-Sarraj, et le maréchal Haftar se trouvaient au Caire, la capitale égyptienne, afin de résoudre la crise libyenne. Principaux points de divergence, le choix d'un Palestinien comme émissaire en Libye et l'accord interlibyen. Au terme de ces négociations, les deux camps ont conclu ce mercredi 15 février un projet d'accord de paix qui prévoit la création d'un comité conjoint chargé de négocier la réconciliation et d'organiser des élections d'ici un an. Le projet d'accord de paix, je pense qu'ils vont se donner les moyens de faire aboutir quand même la résolution du problème politique libyen. Ils ont mis en place un comité conjoint. Ce comité, s'ils n'auront pas les équilibres en Libye des forces, je pense qu'il a de fortes chances d'aboutir parce qu'il faut que la société politique libyenne aboutisse à une solution durable. Depuis un moment, il y a eu des défections et il faut dire aussi que ce projet d'accord est une résultante d'une rupture d'équilibre entre les parties libyennes depuis la démission de l'ancien ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, il y a un autre équilibre qui est en train d'être construit et je pense que s'il est fait intelligemment, le projet d'accord de paix pourrait aboutir avec un comité conjoint qui respecte les équilibres des forces et des influences au sein même de la Libye. Mercredi 8 février 2017, le médiateur des Nations Unies, Martin Kobler, avait affirmé que les pourparlers sur de possibles amendements à l'accord de 2015, notamment concernant le rôle du maréchal Khalifa Haftar, avaient progressé. Pendant ce temps, les pays voisins de la Libye poursuivent leurs échanges pour sortir le pays de l'impasse politique. Ce mercredi, le chef de la diplomatie tunisienne, Kemaïch Djinaoui, a annoncé la tenue le 1er mars à Tunis d'une réunion sur la Libye avec ses homologues égyptiens et algériens. Monsieur Mbeko, deux points essentiels sont au cœur donc, de l'accord qui vient d'être conclu, la question de l'armée et la question donc, du centre du pouvoir exécutif. Commençons par le premier. Comment se fait-il que Kadhafi n'avait pas du tout confiance en son armée et donc ne disposait pas d'armée républicaine nationale? Oui, ça c'est très vrai. Pendant longtemps, il s'est arrangé d'ailleurs à l'affaiblir parce que les premiers coups d'État vont partir de l'armée. Alors, il s'en méfiait beaucoup. Maintenant, si on doit parler du problème que pose... Il préférait les milices et les Amazones. Exactement. Mais en fait, il faisait un peu partie de l'armée, mais
pas de manière conventionnelle, en fait. Les choses ne se passaient pas de manière conventionnelle, ils s'en méfiaient beaucoup. Il y avait une armée, mais qui était quand même très affaiblie. Mais ce qui est en même temps surprenant, c'est que cette partie de l'armée va quand même résister héroïquement pendant les bombardements de l'OTAN. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable. Maintenant, si on doit revenir sur la question de l'armée aujourd'hui, le problème qui se pose au niveau de l'armée, c'est celui qui est à la tête de l'armée nationale libyenne, Khalifa Haftar. Ce monsieur n'est pas bien vu en Libye. Il est soupçonné d'être un agent de la CIA. Alors, Khalifa Haftar, qui il est? Le maréchal Khalifa Haftar est un agent de la CIA. Il est soupçonné d'être un agent de la CIA. Alors, il faut faire un retour en arrière pour comprendre un peu pourquoi je le soupçonne d'être un agent de la CIA. S'il vous plaît. Khalifa Haftar était le commandant du corps expéditionnaire libyen au Tchad, pendant le conflit tchadien. Alors, il va être pris prisonnier, il sera fait prisonnier par les Tchadiens à la fin des années 80. Et alors, il sera abandonné par Kadhafi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Américains vont le retourner. Il va devenir un de leurs agents. Et on va l'utiliser contre Kadhafi à la fin des années 80. Alors, quand Idriss Déby arrive au pouvoir, alors Khalifa Haftar est obligé de partir avec ses alliés américains. Alors, il va être exfiltré du Tchad. On l'emmènera d'abord avec toute une équipe de soldats qu'on appelait les contras libyens, formés par la CIA. Alors, ils seront amenés au Nigeria. Et le Nigeria ne voudra pas d'eux, alors ils seront exfiltrés du Nigeria pour être emmenés au Zaïre, dans un camp, au camp Mina, qui était à l'époque géré par les Américains. Mais alors Kadhafi va envoyer des émissaires au Zaïre pour demander au président Mobutu de faire revenir Khalifa Haftar et ses hommes en Libye. Il va même payer d'énormes sommes d'argent. Mais les Américains ayant appris cela... Donc ça compromet aujourd'hui sa légitimité à diriger... Il va être exfiltré, mais ce n'est pas fini. Il va être exfiltré du Zaïre pour être emmené aux États-Unis. Et il va vivre à 8 km du siège de la CIA pendant toutes ces années. Bon, ça fait pas de lui un agent de la attendez, CIA. C'est pas fini l'histoire. C'est qu'en 2011, quand la rébellion commence en 2011 contre Kadhafi, Khalifa Haftar est visité par des agents de la CIA, rencontre l'ancien ambassadeur des États-Unis en Libye, et de là, il rentre en Libye. Il va rentrer dans les fourgons, en fait, de l'OTAN. Et c'est pour ça qu'il est vu comme un agent américain. C'est-à-dire qu'un journaliste américain de CNN, Tim Westner, va même ironiser en disant Khalifa Haftar est revenu en Libye finir le travail qu'il n'avait pas fini il y a 20 ans. Pour le compte de la CIA, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il est vu comme un agent de la CIA. Monsieur Bikim, comment bâtir aujourd'hui une armée pour sécuriser un territoire qui fait 1 760 000 km²? Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que qu'on le veuille ou non, nous allons devoir remettre en œuvre l'organisation mise en place par Kadhafi, pour 2 raisons. La première, la notion de tribu est une notion cardinale et supérieure à tout en Libye. L'on se reconnaît à sa tribu et on appartient à sa tribu. Et toutes les tribus disposent d'une milice pour défendre les intérêts de la tribu et du territoire qui est le sien. C'est impossible d'avoir une armée nationale alors. Cette double appartenance ne rentre pas dans les cadres occidentaux qui créent des formats qui ne tiennent pas compte de nos différentes sociologies. Parce que nous sommes sur des territoires qui ont des histoires et ces histoires sont adossées à une sociologie bien particulière. Tout à fait. On n'échappera pas à ce schéma-là. Ensuite, il y a la lutte éternelle entre l'Ouest et l'Est. Les coalitions de l'Est ont toujours croisé le fer avec celles de l'Ouest pour la prise du pouvoir. Et le moyen de rompre ces équilibres ne permet pas aujourd'hui ni à Sarraj, ni à Haftar de s'imposer. Donc, il va bien falloir trouver une tribu qui remplisse sa fonction d'interface entre l'Est et l'Ouest pour que la Libye se sorte du bourbier dans lequel on l'a mis. Ça suppose aussi que les personnalités qui détiennent le pouvoir soient des personnalités consensuelles. Est-ce que c'est une facilité? C'est possible d'avoir ce type de personnalité en Libye, M. Salam? Ça suppose d'abord qu'on ait des hommes d'État. Alors l'intervention de M. Sarkozy de BHL a conduit à ce qu'on appelle un état civil. BHL, Bernard-Henri Lévy, dites-vous. Oui,
Oui, qui, je crois, ne milite pas pour le bien-être des peuples africains, ni musulmans, ni arabes. Hein. Oui. On connaît ses orientations. Mais il a utilisé hypocritement le devoir d'ingérence. Il s'est découvert une sympathie spontanée pour On a commis un étacide. Ça rime comme génocide. On a détruit un État. Et pour bâtir un État, il faut des hommes d'État. Or, même le personnel là, autour de Djibril et de Abdel Jalil s'est retiré. Maintenant, on a une classe politique qui était inconnue au bataillon. Donc, il faut intervenant du sujet le dit très clairement, il dit ces deux personnalités, le maréchal Haftar et Sarraj, ne représentent pas grand-chose. Absolument. Alors la structure tribale ne doit pas être un prétexte, parce que je sache, aucune des grandes tribus ne cherche à avoir son propre drapeau et à proclamer son autonomie. Et on a besoin d'un État, c'est pas un État jacobin à la française, mais un État qui régule les influences tribales. Qui tient compte Kadhafi, c'était pas une démocratie, mais il a réussi à le faire. Oui. Tout comme Saddam Hussein l'avait réussi. Absolument. Et là, la comparaison, il est très facile de démanteler les services de sécurité de Saddam Hussein, mais les Américains n'ont pas trouvé de solution de rechange, malgré les chiites, malgré leurs agents, et l'alliance avec l'Iran. Il est très facile de démanteler un État, mais il est très, très difficile de le reconstruire tant qu'il n'y a pas l'émergence d'une nouvelle catégorie d'hommes d'État. Monsieur Beko, d'abord très rapidement, dites-nous, nous l'avons dit, il y a l'armée, mais il y a aussi le pouvoir exécutif qui a besoin d'un centre névralgique. Et la question est, comment construit-on un régime démocratique après 42 ans de régime autoritaire? Ça dépend de ce qu'on appelle le régime démocratique, parce qu'à la sauce libyenne, ça ne marchera pas. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit M. Biquet, parce qu'en Libye, la question tribale, elle est très importante. Et si la rébellion est partie de l'Est, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait qu'à l'Est, il y a toujours eu, l'Est a toujours été rebelle au pouvoir de Tripoli. Et je crois qu'aujourd'hui, si l'on veut bâtir une nouvelle Libye, il faut prendre compte de ses spécificités sociologiques. On ne peut pas les écarter dans le cas de la Libye actuelle. Parce que vous avez aujourd'hui Saif al-Islam Kadhafi, qui est aujourd'hui sorti. Il mise sur quoi? Sur les tribus. Parce que les tribus font allégeance à Saif al-Islam, de plus en plus de tribus. Et s'il réussit à fédérer les grandes tribus autour de lui, alors à un moment donné, El-Sarraj et Haftar seront obligés de négocier en prenant en compte le cas Saif al-Islam. Et si la Libye n'arrive pas à se relever, c'est en partie parce que cette réalité tribale a été désarticulée. C'est-à-dire que aussi longtemps que le problème de l'Occident aujourd'hui, c'est de prendre un modèle occidental. On essaie d'occidentaliser la Libye et ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas seulement la Libye. Hein. Mais bon, plusieurs pays, mais dans le cas de la Libye, c'est beaucoup plus particulier parce que c'est un pays vraiment à part de ce qu'on voit sur le continent africain. Kadhafi a réussi, comme l'a dit M. Biquet, en trouvant un consensus entre les tribus. Et il ne faut pas oublier que quand la guerre a commencé, près de 2000 tribus, à un moment donné, se sont rassemblées autour de Kadhafi. Et ça pose problème parce que si ces tribus ne se sentent pas concernées par les négociations en cours, à la fin, il faudra revenir vers ces tribus. Alors, je crois que les deux dirigeants qui sont là, Sarraj, c'est l'homme de l'Occident. Il a été imposé par l'Occident. On sait que quand il a pris le pouvoir, il était en exil. Vous savez, il était Premier ministre, mais en exil. Il habitait en Tunisie. Vous vous rendez compte? Le Premier ministre de la Libye qui habitait en Tunisie. Donc, il est revenu. Il a le même profil que les premiers ministres tunisiens depuis 2011. Exactement. C'est-à-dire qui n'arrivent pas à être des hommes d'État. Il est revenu en Libye dans les fourgons des islamistes qui sont soutenus secrètement par les mêmes occidentaux et les puissances régionales. Donc, pour que la Libye, qu'on arrive à stabiliser la Libye, il faut prendre en compte l'aspect tribal et discuter avec les chefs de toutes les grandes tribus. Je pense que quand les grandes tribus vont se mettre ensemble et vont se mettre d'accord sur la suite à donner, à ce moment-là, on verra une lueur d'espoir. Nous reviendrons plus en détail sur les solutions possibles pour sortir durablement et ce pays de la crise. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.